Ifriqiya Sport, la planète e-sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Djaraman, Ayo, Boto, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, la voix africaine faite par des Africains pour les Africains. Bienvenue mes sœurs et frères dans Ifriqiya Sport, votre émission dédiée à l'analyse du sport africain. On parle de football, handball, basketball, lutte traditionnelle, rugby. Chaque jour, chaque semaine, on a avec nous des experts du sport africain du Sénégal, du Congo, du Niger, du Mali, de la Tunisie pour vous montrer le chemin et l'analyse du sport africain. Avant de commencer notre émission, mes sœurs et frères, je vous demande de liker nos réseaux sociaux. On est présent sur Facebook. Vous pouvez écrire, débattre, donner des questions, donner des suggestions. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord. On est sur les réseaux sociaux. Répondez, commentez, likez sur Facebook, le réseau bleu. Commentez sur Instagram, X. On est présent pour écouter les émissions de Ifriqiya FM et bien sûr Ifriqiya Sport et 26 minutes sport. Vous pouvez télécharger l'application disponible sur toutes les plateformes de téléchargement ou écouter ou réécouter l'émission sur YouTube en replay. On est là pour vous. Aujourd'hui, avec nous, Karim Idir, encore une fois, nous allons nous intéresser à un sujet central, le développement du football africain et le rôle de la diaspora et de l'émigration dans cet univers en perpétuelle transformation. Le passage du football africain, comment on développe le football africain, l'intelligence dans le football et aussi la géopolitique du sport. Une analyse complète. Restez avec nous sur Ifriqiya Sport comme d'habitude et on commence maintenant. Karim, on continue avec toi. Est-ce que l'innovation est-elle vraiment nécessaire dans le développement du football africain? Est-ce que tu vois que innover, montrer du nouveau chemin est vraiment nécessaire dans le football africain? En fait, l'innovation n'est plus un luxe. C'est une nécessité pour le football africain. Dans cet environnement marqué par une concurrence mondiale qui continue de s'accroître, où les talents africains sont de plus en plus sollicités par les clubs et les fédérations étrangères, l'Afrique ne peut plus se permettre de fonctionner sur des modèles dépassés. C'est impératif d'intégrer des approches nouvelles, tant dans la détection et la formation des joueurs que dans la gestion des clubs et des fédérations. Alors, dans nos échanges, Walid, on a depuis tout à l'heure largement évoqué l'innovation au niveau de la détection et de la formation, sur l'intégration des outils technologiques, sur les modèles hybrides entre football local et diaspora, sur l'innovation dans le management des clubs et des fédés, sur la professionnalisation de la gestion des clubs, la modernisation de la gouvernance des fédérations. Ce qu'il faut toujours garder en tête, à mon avis, c'est que le football est bien plus qu'un sport. C'est un instrument de diplomatie, d'influence à l'échelle mondiale. Par conséquent, l'Afrique doit développer son propre modèle de référence. Aujourd'hui, l'Europe, l'Amérique du Sud, par exemple, dictent les standards du football mondial. L'Afrique doit imposer son propre modèle, basé sur ses spécificités culturelles et économiques. Des pays comme l'Algérie, le Sénégal, ont prouvé qu'avec une vision à long terme, il est possible de rivaliser avec les meilleures nations. Donc il est nécessaire d'avoir un positionnement stratégique entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. Le football africain ne doit pas seulement regarder vers l'Europe, il doit aussi développer des partenariats avec l'Asie, avec le Moyen-Orient qui investissent massivement dans le sport. Des collaborations avec les ligues saoudiennes, qataries ou chinoises peuvent offrir de nouvelles opportunités pour les joueurs, les entraîneurs et les investisseurs. L'Afrique a un potentiel énorme, mais elle doit se positionner intelligemment dans la géopolitique du football mondial. Aussi, Karim, est-ce que l'intelligence stratégique est là pour le sport africain? Est-ce que tu vois que cette intelligence stratégique, comment savoir manier les armes sportives, comment savoir poser ses armes ou poser ses plots, est-ce que ça c'est vraiment important au niveau du football africain? Walid, pour répondre à cette question, il me paraît important que nous l'abordions sous l'angle de l'intelligence stratégique.
Le sport en Afrique ne peut plus être simplement perçu comme une activité récréative ou un simple outil de cohésion sociale. Il est devenu un territoire de lutte pour l'influence, le pouvoir et la structuration des ressources humaines et économiques. Le football en particulier s'inscrit dans un rapport de force global où les nations qui maîtrisent les rouages du management et de l'organisation du sport prennent l'ascendant sur celles qui laissent leur talent et leur marché être exploités par des puissances étrangères. L'Afrique est en quelque sorte le dernier grand réservoir de talent brut dans le football mondial. Mais paradoxalement, elle en reste l'un des maillons les plus faibles en termes de structuration et de captation de valeur. Aujourd'hui, les fédérations africaines produisent du talent brut, mais ne contrôlent ni leur formation, ni leur valorisation économique, ni leur exploitation médiatique. Les clubs européens, asiatiques et du Golfe captent la plus-value en formant les meilleurs joueurs africains dans leurs académies, en intégrant ces talents dans leurs championnats. Les droits TV des compétitions africaines sont clairement sous-évalués, les infrastructures sportives restent largement dépendantes d'investissements étrangers en l'état. Et en fait, l'Europe n'est pas la seule à structurer la captation du talent africain. La Chine, le Qatar, l'Arabie Saoudite, par exemple, entrent désormais dans la course du football africain. L'Afrique n'a pas de modèle de gouvernance unifié. Chaque pays avance de manière désordonnée, laissant le champ libre aux puissances extérieures pour imposer leur propre modèle d'organisation sportive. Le manque de souveraineté organisationnelle expose le football africain à une exploitation systémique de ses ressources humaines et économiques. Il faut vraiment que l'Afrique renverse cette dynamique en intégrant le sport dans une stratégie d'intelligence économique et de souveraineté sportive. En matière de gouvernance du sport en Afrique, il y a un modèle à construire entre soft power et autonomie économique. En fait, les pays africains doivent bâtir une vision géostratégique du sport en s'appuyant sur des axes clés, gouvernance, industrialisation du sport et maîtrise de la formation. Comme on l'a dit, le football, c'est un outil d'influence. Celui qui contrôle le football africain contrôlera une partie de l'équilibre du sport mondial. Alors, aujourd'hui, les fédérations africaines sont en position de suggestion vis-à-vis de la FIFA, de la CAF, qui imposent leur propre agenda et intérêts. L'Afrique doit peser dans les instances de décision en imposant ses propres normes et en influençant les grandes réformes du football mondial. Plutôt que de subir l'agenda des puissances européennes et asiatiques, l'Afrique doit structurer des alliances intracontinentales pour mieux défendre ses intérêts. Par exemple, l'organisation d'une Super Ligue africaine compétitive, rentable, ça peut être un levier pour garder les meilleurs joueurs et attirer les investisseurs. Les grandes nations du sport utilisent leurs performances pour renforcer leur image et leur influence sur la scène internationale. L'Afrique ne doit pas simplement jouer la CAN tous les 2 ans. Elle doit l'exploiter comme un outil géopolitique pour développer des industries liées au sport et peser dans les négociations internationales. L'Afrique doit penser son sport comme un instrument de puissance, un levier économique et un marqueur d'influence culturelle. Bon, pour résumer, pour moi, l'Afrique doit passer d'un football subi à un football de puissance. Et l'évolution du management et de l'organisation du sport en Afrique ne peut plus être pensée de manière passive. Il faut construire un modèle de gouvernance stable, où la performance prime sur les intérêts individuels, maîtriser la formation et l'exploitation des talents africains pour capter la valeur économique et sportive, et structurer une politique d'influence pour faire du football africain un levier de puissance globale. Si l'Afrique ne prend pas cette trajectoire, continuera à être un fournisseur brut de talent pour l'étranger, sans jamais imposer son propre modèle sportif. L'avenir du football africain ne dépend pas de son niveau de jeu uniquement, mais aussi et surtout de sa capacité à organiser et structurer son propre écosystème. Karim, on sait que la diaspora africaine, elle est partout. On salue tous nos Africains à travers le monde. On aimerait bien savoir quel rôle a la diaspora ou l'immigration dans le développement du football africain, à part ce qu'on voit sur les sélections comme joueurs. Est-ce qu'il y a vraiment un rôle de cette diaspora-là? Walid, comme pour d'autres secteurs d'activité, la diaspora africaine est un acteur stratégique sous-exploité dans le développement du football sur le continent. Elle ne doit plus être considérée uniquement comme une réserve de talents sportifs, mais plutôt comme une ressource multidimensionnelle capable d'influencer la structuration, l'industrialisation et l'internalisation du football africain. Son rôle dépasse la simple présence de joueurs binationaux dans les sélections nationales. Elle représente un levier d'expertise, mais aussi de financement et de structuration et d'influence. Ça fait plusieurs décennies que les joueurs d'origine africaine dominent les grands championnats européens et renforcent les sélections africaines. Mais cette dynamique doit être mieux exploitée. Les joueurs binationaux étaient des piliers des grandes victoires africaines en Coupe du Monde ou en Coupe d'Afrique des Nations, etc. Nombreuses sont les nations africaines qui ont bâti des sélections compétitives en intégrant des talents formés en Europe dans leurs effectifs.
Par contre, il faut institutionnaliser cette intégration pour éviter les fluctuations en fonction des générations et des contextes politiques des fédérations. Fafrada a été un premier modèle structurant pour l'Algérie, mais il doit être pérennisé et généralisé à d'autres pays africains. En tout cas, il peut être dupliqué sous d'autres formes dans d'autres pays africains. Alors, comme je le disais, la diaspora africaine ne se limite pas aux joueurs. On comprend aussi des experts du sport business, des entraîneurs, des analystes, des investisseurs qui pourraient contribuer à la structuration du football africain. Les entraîneurs et les cadres sportifs de la diaspora, c'est une expertise à mobiliser. Il y a de nombreux techniciens africains qui sont formés en Europe ou ailleurs qui pourraient jouer un rôle clé dans la modernisation des fédés et des clubs. Alors, il y a des entraîneurs africains qui doivent faire leurs preuves en Europe avant d'être acceptés dans leur pays d'origine. Il faut mettre en place des passerelles entre les fédérations africaines et les centres de formation européens pour faciliter le retour des techniciens dans les structures locales. Bon, signal très positif, très récemment, le DTR de la Ligue Paris-Île-de-France de football vient de prendre le poste et les fonctions de DTN pour l'Algérie. Du côté des investisseurs et des entrepreneurs du sport, la diaspora africaine compte des entrepreneurs et des investisseurs capables de structurer un écosystème économique autour du football. Alors, dernier élément, la diaspora. La diaspora comme levier d'influence et de soft power pour l'Afrique. On l'a dit, le football est un outil d'influence et de rayonnement international. La diaspora peut clairement jouer un rôle clé dans ce positionnement de l'Afrique sur la scène mondiale. Actuellement, très peu d'Africains issus de la diaspora occupent des postes stratégiques à la FIFA, à la CAF ou dans les grandes ligues européennes. Le lobbying et l'influence doivent être renforcés pour que des experts africains intègrent les cercles décisionnels du football mondial. La diaspora peut aussi être un relais d'influence pour défendre les intérêts du football africain dans les négociations sur les calendriers internationaux, les droits TV, la valorisation des compétitions continentales, etc., etc. Les joueurs binationaux ont un impact médiatique fort et peuvent jouer un rôle clé dans la valorisation du football africain. Des campagnes de com bien orchestrées pourraient inciter davantage de jeunes joueurs à choisir l'Afrique plutôt que les sélections européennes. Donc, je pense que l'Afrique doit construire une véritable stratégie de branding autour de son football, en mettant en avant ses succès, son potentiel. En fait, la diaspora africaine, c'est un vrai levier d'influence puissant qui doit être intégré dans une stratégie globale pour renforcer le poids du football africain à l'international. Karim, et pour l'Algérie, ton pays, comment tu vois le développement du football? Est-ce que tu vois qu'il y a un développement qui suit l'Afrique? Est-ce que ça dépasse? Comment toi tu vois ce développement-là en Algérie? Avant toute chose, Walid, je tiens à préciser que je ne prétends pas être un spécialiste du football algérien dans ses moindres détails. Il serait plus pertinent de s'appuyer sur des experts qui maîtrisent l'histoire, le fonctionnement, les dynamiques internes du football en Algérie, ainsi que ceux qui le vivent et le pratiquent au quotidien. Et tu en fais partie, Walid. Mon approche ici, elle est donc plus générale, basée sur des éléments observés à travers différentes expériences et des comparaisons avec d'autres modèles. Dans de nombreux pays, le football s'appuie sur une structuration économique solide qui lui permet d'être compétitif sur le long terme. Donc, c'est-à-dire qui peut être bien d'encourager l'investissement privé, la diversification des revenus. C'est les sujets qu'on connaît dans les grands championnats européens ou asiatiques. C'est l'application croissante d'investisseurs privés, de sponsors et la valorisation des droits TV. Bon, l'Algérie pourrait peut-être à son rythme et selon ses spécificités explorer des nouvelles pistes de financement pour rendre son football plus autonome et moins dépendant des financements publics. Il ne s'agit pas de copier un modèle étranger, mais de voir comment certains mécanismes économiques pourraient être adaptés pour stabiliser les clubs et leur permettre d'investir sur le long terme. Bon, je passe les sujets de modernisation de la gestion des clubs, la professionnalisation des dirigeants, l'amélioration de la gestion administrative, l'optimisation des ressources, etc., qu'on a déjà évoqué dans les questions précédentes. De la même manière, les sujets de la politique de la formation et détection, d'un championnat plus compétitif et structuré. Par contre, sur le sujet du football comme outil d'influence et de rayonnement international. Le football est un puissant levier de soft power et d'influence. Donc le sujet du développement d'une stratégie de rayonnement inspirée de modèles réussis est intéressant. Certains pays ont compris que le football pouvait être un outil diplomatique et économique. L'Arabie Saoudite ou encore le Qatar, pour reprendre des exemples de pays arabes, ont su exploiter le football pour accroître leur visibilité internationale. L'Algérie a une forte identité footballistique qui pourrait être encore plus valorisée à travers une meilleure communication et une participation plus active dans les instances internationales. Il s'agit donc de mieux exploiter les compétitions continentales et internationales. Participer et bien figurer dans les compétitions africaines et mondiales renforce l'image et l'attractivité d'un pays sur la scène footballistique. Donc l'Algérie pourrait s'appuyer sur ses succès
passer pour renforcer sa place dans les instances africaines et internationales et défendre ses intérêts. Le football n'est pas qu'un sport, c'est un instrument d'influence et d'identité. L'Algérie a une vraie carte à jouer dans ce domaine. Donc, encore une fois, je ne suis pas un expert du football algérien dans ses moindres détails. Et les meilleures réponses à cette question viendraient des acteurs du football algérien eux-mêmes. Bon, ce qu'on peut juste observer à l'international, c'est que les pays qui ont su structurer leur football ont mis en place un modèle économique diversifié et viable pour rendre les clubs plus solides financièrement. Système de formation et de détection efficace pour garantir un vivier de talent constant pour nourrir le système. Un championnat national compétitif, attractif et bien organisé. Une stratégie d'influence et de rayonnement pour renforcer la place du pays sur la scène footballistique mondiale. L'Algérie a une base solide avec son histoire, son niveau de passion pour le football et son réservoir de talent. En s'appuyant sur ses propres forces et en adaptant certaines bonnes pratiques observées à l'étranger, elle pourrait franchir un cap, très clairement, et s'imposer durablement comme une puissance footballistique en Afrique et au-delà. Aussi, on aimerait bien comment tu vois tu te vois toi-même par rapport à ton évolution au sein de cette structure africaine, au sein de cette famille du football africain. Je pense que le développement du football africain repose sur une double dynamique de coopération. Une coopération internationale avec les autres continents et surtout une coopération renforcée entre les pays africains eux-mêmes. À l'image de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui vise à créer un marché unique et intégré en Afrique. Et aussi d'un autre côté, dans le domaine du football, du projet de l'Unified League en Europe, anciennement la Super League, qui cherche à restructurer le football européen face aux enjeux économiques et géopolitiques. Le football africain doit adapter une approche similaire pour s'organiser et se renforcer. Comme la ZLECAf cherche à positionner l'Afrique dans l'économie mondiale et l'Unified League veut réformer le football européen pour le rendre plus compétitif, la coopération internationale peut aider l'Afrique à structurer son développement footballistique. Le sujet de la coopération avec les grandes ligues européennes et asiatiques. Aujourd'hui, les talents africains sont formés localement mais exploités économiquement par l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient. C'est essentiel d'établir des accords stratégiques avec les grandes ligues mondiales pour bénéficier de transferts de compétences en gestion sportive et d'infrastructures, négocier des contrats de valorisation des droits TV et du sponsoring africain, créer des passerelles pour encadrer la formation et la mobilité des talents. Important de construire des modèles de développement inspirés des marchés sportifs dynamiques. L'Arabie Saoudite, le Japon, la Chine par exemple, ont utilisé la coopération internationale pour accélérer le développement de leur football. L'Afrique peut s'inspirer de ces modèles, peut-être pour attirer des investisseurs étrangers dans ses clubs et ses championnats, et développer ses infrastructures sportives à travers des financements internationaux, et standardiser ses méthodes de formation, améliorer ses championnats locaux. Alors, pourquoi pas une coopération intra-africaine renforcée vers une ZLECA du football inspirée de l'Unified League, à l'image de la ZLECAf qui cherche à stimuler les échanges économiques entre les pays africains et de l'Unified League qui veut structurer un championnat européen d'élite en dehors de l'UEFA. Une coopération plus forte entre les fédérations et les ligues africaines peut être intéressante pour développer un écosystème footballistique propre et plus compétitif. Aujourd'hui, les fédérations africaines travaillent souvent de manière isolée, avec des niveaux de développement inégaux entre les sous-régions. L'idée, ce serait d'instaurer une forme de ZLECA du football où les pays africains partageraient leur infrastructure, leur académie, leurs ressources humaines. Ça pourrait se traduire par des académies et des centres de formation régionaux mutualisés entre plusieurs pays. Un système de mobilité aussi facilité des jeunes joueurs entre les pays africains, sans que ça passe par l'Europe. Une meilleure coordination des championnats locaux pour harmoniser les calendriers à l'échelle continentale et améliorer l'attractivité des compétitions africaines. Pourquoi pas une ligue panafricaine bien structurée qui permettrait de retenir les talents africains et d'accroître la compétitivité des clubs. Ça permettrait d'augmenter les revenus des clubs africains via les droits TV et les sponsors internationaux. 2, de rivaliser avec les championnats européens et asiatiques en termes de niveau de jeu et d'exposition médiatique et de créer des synergies entre clubs africains en facilitant les échanges de joueurs et d'expertise. Je le répète, le football est un outil d'influence internationale, tout comme l'économie. Les pays africains doivent utiliser cette coopération footballistique pour asseoir leur influence mondiale. Comment tu te vois dans quelques années? Comment tu te vois, ou tu vois ton développement dans quelques années? Avant tout, je tiens à dire que l'évolution de mon rôle dans le football africain dépendra pas uniquement de moi, bien entendu, mais aussi et surtout des dynamiques du football sur le continent, des opportunités et des défis qui vont se présenter. Mon engagement a toujours été guidé par une volonté d'apporter une contribution utile en fonction des besoins et des contextes. Alors, si Dieu le veut,
Je me vois toujours impliqué dans le football africain, mais sous plusieurs formes. Accompagner les fédérations et les clubs africains dans leur structuration et la professionnalisation. Participer au développement de projets stratégiques pour renforcer la coopération et la compétitivité du football africain. Ou encore former et transmettre une vision stratégique du sport aux futurs dirigeants africains. L'Afrique a un immense potentiel dans le football, mais doit vraiment structurer ses institutions, industrialiser son sport et mieux exploiter ses ressources humaines et économiques. Si je peux contribuer à ces évolutions, je le ferai avec enthousiasme et engagement, si Dieu le veut. Là, on arrive à la fin de l'émission, c'est toujours un plaisir, toujours, on va dire, avec Karim, c'est toujours une connaissance de plus. Le développement du football africain repose sur ses enfants, mes sœurs et frères, les enfants d'ici et d'ailleurs, dont les saluts au passage. L'Afrique regorge de potentiel, mais il nous reste des défis. Merci encore une fois, Karim, pour ta gentillesse. Merci à tous nos amis auditeurs. Continuez avec nous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.